doing deals for a long time. I've been making lots of wonderful deals, great deals. That's what I do. Le président Trump est un homme d'affaires, pas un homme politique. Pour lui, en bon businessman, vous achetez une société, vous la prenez en main et tout le monde vous obéit. Sinon, vous les virez. Never, ever, ever in my life have I seen any transaction so incompetently negotiated as our deal with Iran. Il avait trouvé cet accord stupide. L'accord sur l'Iran était un accord conclu par des stupides. Des stupides dont la France était. Hein. L'un des présidents les plus controversés de l'histoire piétine les conventions, chez lui comme ailleurs. De l'accord nucléaire avec l'Iran au retrait des troupes américaines, dans cet épisode, Donald Trump s'attaque au Moyen-Orient. Hillary and our failed establishment have spent $6 trillion on wars in the Middle East that we never win. Eh bien, les bras ne m'en sont pas tombés, sinon j'aurais fait tomber le téléphone. Mais je me suis dit, ça, c'est exactement ce qu'il ne faut pas faire. C'était choquant. Le président Trump a cru qu'il pouvait traiter l'Iran comme il aurait traité ses clients dans la région. Trump impose ses propres méthodes dans une des régions les plus instables au monde. Je me souviens être intervenu et avoir dit que si ça avait lieu, ce serait notre dernière rencontre. Il mène l'Amérique au seuil de la guerre et surprend le monde en annonçant le deal du siècle. At ease, let's have a good time. We have breaking news out of Syria this morning. There's new video showing several people were attacked with a suspected chemical agent. À la Maison-Blanche, Trump a à peine déballé ses cartons qu'une crise majeure vient bouleverser ses projets. These reports, if confirmed, are horrifying and demand an immediate response by the international community. Dans la nuit du 4 avril 2017, le gouvernement d'Assad a lancé une frappe aérienne dans le nord-ouest de la Syrie. Last night, a helicopter from the Syrian government apparently dropped some sort of improvised explosive device called a barrel bomb. Des dizaines de civils sont tués. Les premiers rapports mettent en cause l'utilisation d'armes chimiques. On s'est réunis dans le bureau du président pour le briefing des services de renseignement. C'était sa première réunion de la journée. À la Maison-Blanche, entre la résidence et le bureau ovale, il y a ces grandes baies vitrées qui donnent sur l'extérieur. Le vice-président, son conseiller à la sécurité nationale, d'autres hauts fonctionnaires et moi-même étions près des fenêtres. On regardait le président Trump marcher de la résidence par les colonnades. Et de la vapeur sortait de ses oreilles. Il était en colère. Il s'est assis à son bureau, a sorti le journal et a dit « Vous avez vu ça ?» Et il a montré les photos des femmes et des enfants qui avaient été gazés. Et il a dit « Je veux l'éliminer ». En d'autres termes, il voulait assassiner le président syrien. Je regarde mes collègues, tous les hommes dans la pièce, et je me dis « Les gars, soutenez-moi ». Ils regardaient tous leurs chaussures, et j'ai dit « Monsieur le Président, vous ne pouvez pas faire ça ». Il me demande « Pourquoi ?» Et j'ai répondu « C'est un acte de guerre ». Il a dit « Nous sommes déjà en guerre, ils sont déjà en guerre contre nous, c'est la guerre ». J'ai répondu « Mais ce n'est pas une déclaration de guerre officielle ». Trump me fusille du regard, croise les bras façon Donald Trump sérieux. Ce qu'il voulait, c'était punir Assad et ne pas le laisser s'en tirer comme ça. Ne rien faire était clairement risqué. Le président était persuadé qu'il était temps d'essayer de réimposer une forme de dissuasion à Assad. 24 heures plus tard, McMaster revient avec un plan de riposte dirigé contre les forces armées d'Assad. Trump, qui a fait campagne sur le retrait des États-Unis de guerre trop coûteuse, doit décider s'il se lance dans une opération militaire majeure. Le président a dit « Ok, est-ce que je dois prendre une décision tout de suite ?» Je lui ai conseillé de le faire vraiment au plus tôt.
Pour la simple et bonne raison que plus on attendait, moins la réponse des États-Unis paraîtrait reliée à cette attaque monstrueuse. Trump doit suspendre la réunion. Il s'envole pour la Floride pour accueillir le président chinois Xi Jinping lors de sa première visite d'État. I think what happened in Syria is a disgrace to humanity. And he's there, and I guess he's running things. So something should happen. Thanks, folks. I'll see you in a little while. Mar-a-Lago est spectaculaire. C'est la résidence privée américaine la plus glamour, la plus âge d'or. Chaque surface est recouverte de fresques, de luminaires scintillants et de dorures. C'est tout simplement paillettes et glamour, le style Trump puissance 10. Vous imaginez qu'il y avait là des activités très concurrentes. Alors qu'on entrait à Mar-a-Lago, le président s'occupait du choix des chandeliers qu'il voulait à la table du dîner avec Xi Jinping. On s'est tout d'abord réunis dans la salle sécurisée où le président, entouré de tous ses conseillers, devait décider si nous allions ou non bombarder la Syrie en réponse à l'attaque chimique. Nous étions dans la salle de crise de la Maison-Blanche alors que le président Trump, le secrétaire d'État et d'autres étaient à Mar-a-Lago. L'idée était d'utiliser une soixantaine de missiles Tomahawk qui étaient très précis et pouvaient frapper exactement leur cible. Un de mes collègues s'est tout à coup rendu compte que sur l'un des sites ciblés se trouvaient des conseillers militaires russes pour le gouvernement syrien. Il fallait s'assurer avec la plus grande précaution qu'il n'y aurait pas de victimes collatérales russes, parce que cela aurait pu déclencher une toute autre suite d'événements. Si ça lui avait sauté au visage, ou si l'un des missiles Tomahawk était passé à côté de la cible et avait atterri sur une zone d'habitation. C'était le premier sommet, un moment crucial avec le président chinois Xi Jinping. Une erreur à ce moment-là aurait terni tout son mandat. Le monde entier regardait. Il a pris quelques minutes de réflexion, puis il a annoncé sa décision au secrétaire à la Défense. The President of China in the United States. Le président Trump et le président Xi étaient assis d'un côté de la table, l'un à côté de l'autre, avec leurs interprètes et entourés de leurs équipes. On a alors vu l'aide militaire se pencher vers le président et lui chuchoter quelque chose à l'oreille. Nous, du côté américain, savions tous très bien ce qu'il lui disait. Le président Trump s'est penché vers le président Xi et lui a dit « Je veux juste vous informer, avant que le dîner ne se termine et que vous ne partiez, que nous avons lancé une attaque de missiles très ciblée sur la Syrie ce soir. » Trump a adoré raconter cette histoire pendant des semaines. Il disait « Le président chinois m'a regardé et par le biais de son interprète, il m'a dit « Répétez ». Donc l'interprète a répété, puis le président chinois a regardé Trump et a demandé à l'interprète « Répétez encore ». Et puis Trump ajoutait « Et j'étais assis là avec la plus grosse, la plus belle part de gâteau au chocolat et je souriais. » At the U.S. President's orders, 59 Tomahawk cruise missiles have hit a Syrian airbase. This strike is one of the most significant U.S. military responses to Bashar al-Assad's regime. What I did should have been done by the Obama administration a long time before I did it. They had a big attack right after he drew the red line in the sand. They had a very big attack and everybody waited, what's going on, and nothing happened. 5 ans plus tôt, le président Obama avait qualifié l'utilisation d'armes chimiques de ligne rouge à ne pas franchir. Mais quand Assad a tué plus de 1000 personnes au gaz sarin, Obama et ses alliés européens n'ont pas rétorqué. Le président Trump ne prend pas la peine de consulter, ni même d'informer ses alliés. Nous n'avons connu le jour
que lorsque la frappe a eu lieu. Et nous n'avons eu les résultats qu'ensuite. Donc c'était vraiment la preuve que Donald Trump ne voulait pas être avec les Européens. Alors pourquoi Donald Trump a-t-il procédé ainsi? Pour une seule raison, montrer qu'il était différent de Barack Obama. Finalement, cette opération n'était qu'une opération de communication. En politique étrangère, l'ambition de Trump rime avec grandiose. Il vise à établir la paix au Moyen-Orient alors que personne avant lui n'y est vraiment parvenu. We have in the audience a special person who's worked very hard, who married very well. Le casting est improbable. Il confie le rôle à un homme d'affaires de 36 ans, son gendre. If you can't produce peace in the Middle East, nobody can. Okay? All my life, I've been hearing that's the toughest deal in the world to make. And I've seen it. But I have a feeling that Jared is going to do a great job. I have a feeling he's going to do a great job. Jared Kushner n'y connaît rien en diplomatie, mais possède un atout majeur. Une amitié de longue date avec le Premier ministre israélien. I've known President Trump and his team for many years. Can I reveal, Jared, how long we've known you? Well, he was never small. He was always big. He was always tall. Bibi and I have known each other a long time. A smart man, great negotiator. And I think we're going to make a deal. It might be a bigger and better deal than people in this room even understand. That's a possibility. Depuis toujours, les présidents américains considéraient que la paix au Moyen-Orient était impossible sans un accord entre Israéliens et Palestiniens. À ce premier sommet, Netanyahou fait une proposition radicale, mettre de côté la question palestinienne. Le Premier ministre Netanyahou a dit « Commençons par les pays du Golfe sunnite modérés, l'Arabie Saoudite, le Koweït, le Bahreïn, Oman, le Soudan, les Émirats Arabes Unis et d'autres. Puis, nous passerons aux Palestiniens. » Le Premier ministre a fait de son mieux pour convaincre le président Trump qu'il y avait une vraie ouverture stratégique du côté des pays arabes. C'était le sujet principal de leur conversation lors de leur première rencontre. C'était tellement confidentiel que c'est l'une des rares réunions où je n'ai même pas pris de notes sur mon ordinateur. Netanyahou insiste. Israël et les pays du Golfe ont une raison clé pour se rapprocher, se protéger de leur ennemi commun. Aujourd'hui, l'Iran est derrière tous les actes terroristes dans le monde. Il soutient des organisations terroristes, le Hezbollah, le Hamas. Il est au Liban, en Syrie, à Gaza. Tous sont soutenus par l'Iran. Netanyahou a joué carte sur table en abordant la menace iranienne. Il a clairement dit que pour lui, la menace iranienne était la plus grande menace pour la région. Quand les Israéliens et les dirigeants arabes sont sur la même longueur d'onde en ce qui concerne l'Iran, on doit les prendre très au sérieux. Et le président Trump lui a dit « Tu sais ce que tu dis fait sens, je dois peut-être bâtir mon plan sur ces idées. » C'est un homme d'affaires, il veut que l'affaire soit conclue. Jared Kushner est chargé de contacter les dirigeants des pays du Golfe. Il n'a fait qu'écouter. Tant de nos experts se rendent dans la région en ayant déjà en tête la façon dont le Moyen-Orient doit être organisé, parce qu'ils ont déjà écrit 5 livres sur le sujet. Jared arrive et il demande « Qu'est-ce qui vous préoccupe ?» Et ils lui répondent « Eh bien, l'Iran, l'emploi, l'extrémisme, la radicalisation. » J'attends toujours qu'il parle des Palestiniens, mais toujours rien. Les gens réalisent que la vraie menace pour la région, c'est l'Iran et son agressivité. Israël et de nombreux États arabes ont aujourd'hui bien plus à partager que par le passé. Kushner fait une proposition audacieuse. Le président pourrait tirer parti de son premier déplacement à l'étranger pour initier une nouvelle coalition. Trump profite de l'invitation de l'Arabie Saoudite. Il aurait pu aller à Berlin. Il aurait pu aller à Londres pour montrer combien il était convaincu de l'utilité du Brexit. Mais en fait,
Pour lui, l'Europe est un embarras. C'est une concurrence commerciale, ce sont des pays qui défendent des valeurs, des principes. Donc il a voulu montrer que les temps avaient changé et qu'il allait faire de la diplomatie américaine, non pas une diplomatie de sécurité, mais une diplomatie d'affaires. Avant même que Trump n'atterrisse, Kushner a déjà négocié avec l'Arabie Saoudite une vente d'armes d'une centaine de milliards de dollars. Le roi Salman Ben Saoud, en personne, a fait l'effort de se déplacer pour accueillir son invité. Les Saoudiens ont sorti de grands jeux pour le président. Ce que les Saoudiens voulaient faire, c'était convaincre les États-Unis et Donald Trump. Vous êtes les bienvenus. On vous attend dans la région. On veut travailler avec vous. On savait que le président venait du show business, donc un spectacle a été organisé. Il y avait des paillettes, c'est vrai, mais il aime les paillettes. Quand on est arrivé, j'étais dans la voiture qui suivait celle du président. On pouvait entendre la musique à au moins 800 mètres. Il portait des épées et des habits de guerre. C'était comme une scène de Lawrence d'Arabie. Le spectacle incluait aussi la danse des épées. L'Arabie Saoudite a eu l'idée d'inviter les chefs d'État du monde arabe. C'était pour Trump une occasion symbolique très importante de venir s'adresser à 50 dirigeants musulmans. L'Arabie Saoudite a très bien fait de tous les réunir. L'importance et la puissance de ce qui se passait était simplement extraordinaire. C'est un très grand espace, rempli d'énormes bureaux et de délégations assises à ces bureaux. Le président, debout face à la salle, fait un discours, pendant que tous ces chefs d'État du Moyen-Orient prennent des notes et l'écoutent. We must be united in pursuing the one goal that transcends every other consideration. I am speaking, of course, of Iran. On savait que c'était une grande occasion de fédérer beaucoup de nations arabes contre la menace commune de l'Iran. It is a government that speaks openly of mass murder, vowing the destruction of Israel, death to America, and ruin for many leaders and nations in this very room. Après le discours, j'ai parlé avec plusieurs ministres des Affaires étrangères arabes et ils m'ont dit « Enfin quelqu'un qui comprend le Moyen-Orient ». Après le sommet, Trump et son équipe embarquent sur un vol qui les mène directement d'Arabie Saoudite en Israël. Du jamais vu. Je me rappelle avoir pris des photos de l'écran d'Air Force One qui affichait « Vol Riyad-Tel Aviv ». Aller directement des pays arabes vers Israël, c'était compliqué parce que ces États ne s'étaient jamais reconnus mutuellement. La liaison aérienne était donc fermée. C'était un moment vraiment bouleversant et captivant. On se disait, s'agit-il d'une rupture qui ouvre une perspective d'avenir ? Trump se rend directement à Jérusalem. On a vraiment voulu que le président Trump se rende au mur des lamentations. C'était inédit pour un président. Et c'était incroyable de le voir se diriger vers le mur et prononcer une prière. C'était un moment et un acte très émouvant pour les Israéliens. Voir le président Trump mettre la kippa, venir dans ce lieu, le lieu le plus saint aux yeux du peuple juif. C'était un vrai message, comme quoi le déménagement de l'ambassade vers Jérusalem allait vraiment se faire. L'ambassade américaine se trouve depuis toujours à Tel Aviv. Trump a promis de la transférer à Jérusalem, ville que les Palestiniens revendiquent comme leur future capitale. Le geste de Trump n'inquiète pas les Palestiniens, convaincus que le président leur a déjà fait une autre promesse. Je me souviens très bien que le président Trump a dit « Je sais que Netanyahou voudrait s'accaparer Jérusalem.
Je ne ferai pas ça. Je ne le ferai pas. Je promets que ces discussions resteront ouvertes et que vous trancherez ensemble. Trump a dit « je ne ferai pas ça, je ne ferai pas ça ». Et il l'a répété 3 fois. Le lendemain de sa visite à Jérusalem, Trump se rend à Bethléem pour rencontrer le président de l'autorité palestinienne. La chose la plus importante lors de la visite de Trump à Bethléem, c'était de discuter du processus politique. Il a dit, vous savez quoi, commençons tout de suite. Puis il a ajouté, faisons ça lundi prochain, envoyez vos négociateurs. Le président Trump était une fois de plus moteur. Mettez-les dans une pièce avec les Israéliens et parlons franchement pour que ce conflit soit résolu d'une façon qui convient aux 2 parties. Je suis directement allé préparer le voyage de mes négociateurs, de mes supérieurs à Washington. À la fin de cette première visite au Moyen-Orient, Trump annonce que l'accord est presque conclu. I had a meeting this morning with President Abbas and can tell you that the Palestinians are ready to reach for peace. I know you've heard it before. I am telling you, that's what I do. Son équipe n'est pas si optimiste. Pendant la réunion, les Palestiniens ont réitéré leurs conditions préalables à l'accord. Israël doit se retirer de la Cisjordanie et reconnaître Jérusalem-Est comme leur capitale. On a compris que les Palestiniens n'étaient pas vraiment intéressés par les négociations, mais plutôt qu'on demande aux Israéliens qu'ils respectent certaines préconditions. Alors on ne voyait pas l'intérêt de réunir à ce moment-là les 2 parties dans une pièce pour négocier. Les lundis s'enchaînent. Les négociations promises par Trump n'auront jamais lieu. Chaque fois que je frappais à la porte, elle était fermée. Attendons un peu, on discutera plus tard. Chaque fois que je contactais la Maison-Blanche et l'équipe de Trump, Jared Kushner et Jason Greenblatt bloquaient tout. La priorité de Trump n'est pas la Palestine, mais l'Iran. Quatre mois plus tard, il fait ses débuts à l'Assemblée générale des Nations unies. On behalf of the General Assembly, I have the honor to welcome to the United Nations His Excellency Donald Trump, President of the United States of America. C'est la tribune idéale pour engager le monde dans une croisade contre l'Iran. Aucun d'entre nous n'a assisté à cette séance de l'Assemblée générale, puisqu'on s'attendait à ce que la déclaration nous soit défavorable. On l'a regardée à la télévision. It is far past time for the nations of the world to confront another reckless regime, one that speaks openly of mass murder, vowing death to America, destruction to Israel, and ruin for many leaders and nations in this room. The Iranian government masks a corrupt dictatorship behind the false guise of a democracy. Et ces attaques sur l'Iran étaient très violentes. The Iran deal was one of the worst and most one-sided transactions the United States has ever entered into. Frankly, that deal is an embarrassment to the United States, and I don't think you've heard the last of it, believe me. Ce qui a complètement échappé à Trump, c'est qu'il ne s'agissait pas d'un accord bilatéral entre l'Iran et les États-Unis. C'était un engagement international des États-Unis approuvé par une résolution du Conseil de sécurité que les États-Unis avaient eux-mêmes soutenue. Les États-Unis, la Russie, la Chine et l'Europe ont négocié des années pour que l'Iran accepte de stopper son programme d'armes nucléaires. Don't imagine that one country does or dismantles the agreement. This is a UN Security Council resolution. Rudoyer ses partenaires n'était pour Trump qu'une simple mise en jambe. Après le discours, j'avais pas mal de réunions en ville.
Mais j'ai reçu un appel du chef de cabinet du secrétaire Tillerson qui m'a demandé de retourner à la résidence de la délégation américaine au Lott Palace. Thomas Shannon a travaillé au sein de l'administration Obama sur l'accord nucléaire avec l'Iran et assure la transition sous l'ère Trump. On lui dit que Trump demande à rencontrer le président iranien. Je me souviens avoir regardé le chef de cabinet avec une certaine stupeur. Je me suis dit, mon Dieu, le président vient d'humilier publiquement les Iraniens dans son discours. Connaissant les Iraniens, ça ne va pas être simple à demander. J'ai appelé mon homologue, Abbas Araghchi. Monsieur Shannon, après m'avoir salué, m'a dit que le président allait rencontrer notre président ce soir à 19h au Palace Hotel. Pendant un moment, je suis resté sans voix. Il y a eu un long silence à l'autre bout du fil, puis un rire bref. À la fois, j'avais envie de rire, et en même temps, j'étais stupéfait. Je me suis dit, mais pour qui ils nous prennent? J'ai répondu, je vais faire passer le message, mais j'ai peu d'espoir. Il était évident qu'on n'allait pas l'accepter. Non seulement à cause du discours, mais aussi pour le ton de l'invitation. Je veux dire, une invitation diplomatique n'est pas la même chose qu'un patron qui convoque son employé pour lui dire « Je veux te voir à telle heure, à tel endroit ». Trump ne se décourage pas. Il se tourne vers un autre intermédiaire, le président Macron. Je suis avec le président de la République qui va rencontrer la communauté française de New York. Donc nous sommes juste sur le point d'y aller. Coup de téléphone de Tillerson et qui dit à Emmanuel Macron, le président Trump veut rencontrer le président Rouhani, le président iranien. Pouvez-vous arranger cette affaire? Le président dit oui, j'essaye. Du coup, il appelle immédiatement Rouhani et ce qui n'est pas surprenant. Rouhani répond Trump vient d'insulter mon pays à la tribune. Politiquement, je ne peux pas le rencontrer dans ces circonstances. Quand Macron s'en est mêlé, ils ont été très inquiets parce qu'ils se sont dit « Mon Dieu, qu'est-ce qui va se passer si Macron se pointe avec Trump à notre hôtel et frappe à la porte? Qu'est-ce qu'on va faire ?» Et on m'a dit qu'ils avaient décidé que si Macron frappait à la porte, on allait devoir lui ouvrir. Donc cette rencontre aurait pu avoir lieu. À Washington, la menace d'un retrait de l'accord nucléaire iranien alarme les collaborateurs de Trump. Le secrétaire à la Défense, James Mattis, est convoqué par le Congrès. Mattis était devenu terriblement inquiet que l'Amérique semble abandonner ses vieilles alliances et ses alliés. On était en train de quitter de nombreux accords internationaux. Nous étions assis dans son bureau en train de préparer son témoignage. Mattis me regarde et me dit « Il est extrêmement important que dans mon témoignage, on dise clairement que lorsque l'Amérique donne sa parole, elle doit la tenir. Nous ne devrions pas nous retirer de l'accord nucléaire iranien. » If we can confirm that Iran is living by the agreement, I believe at this point in time, absent indications to the contrary, it is something the president should consider staying with. Secretary Mattis, do you believe it's in our national security interest at the present time to remain in the JCPOA? That's a yes or no question. Yes, Senator, I do. La réponse qu'il a donnée au sénateur King ne faisait pas partie de celle qu'on avait préparée. Il savait qu'il serait dans une position délicate face au président, mais il se sentait obligé de dire que le retrait de l'accord nucléaire iranien était une fausse route. Aucune réaction de la part de la Maison-Blanche, pas même un tweet du président. Deux mois plus tard, Trump fait face à une échéance. Depuis plus de 20 ans, chaque président américain signe une dérogation pour différer le déménagement de son ambassade de Tel Aviv à Jérusalem. Cette fois, Trump doit décider s'il fera de même.
M. Kushner avait demandé une réunion. Saeb Erekat a dit « Vous savez, demain le président Trump doit signer ce report du transfert de l'ambassade de Tel Aviv à Jérusalem, c'est imminent. » Et Jared Kushner a répondu qu'il n'était pas sûr qu'ils allaient signer le report. Nous avons dit, on est une administration très différente de celle auquel vous êtes peut-être habitués. Pour nous, c'est la décision historiquement correcte et juste pour Israël, et nous le ferons. Je me souviens avoir dit à Jared que si ça avait lieu, ce serait notre dernière rencontre. On peut voir à son visage et à son langage corporel quand il entend quelque chose qui lui déplaît. Il s'éteint et son visage devient rouge. Il n'est pas là pour discuter, il est là pour transmettre la décision. Je voulais juste m'assurer que Jared sache que s'il faisait ça, il ne nous reverrait plus jamais. Et c'est exactement la dernière chose que j'ai dite. Ce sera notre dernière rencontre. Et ce fut en effet notre dernière rencontre. Trump décide de transférer l'ambassade. L'autorité palestinienne rompt tout contact avec le gouvernement des États-Unis. وإذا كان البيت الأبيض سيكون بيت المسؤولية الدولية فيجب أن يديره رجال دولة عظام وليس رجال عقارات. هذه الحقيقة. فلسطين لن تحل بأساليب رجال العقارات. While previous presidents have made this a major campaign promise, they failed to deliver. Today, I am delivering. You may recall that this was another one of the president's campaign promises. Trump, when he was candidate Trump, promised to move the embassy from Tel Aviv to Jerusalem. We thank you, O Lord, for President Donald Trump's courage in acknowledging to the world a truth established 3,000 years ago, that Jerusalem is and always shall be the eternal capital of the Jewish people. Les dizaines de millions d'évangélistes qui ont fait élire Trump sont aux anges. Leur président a mis moins d'1 an pour tenir sa promesse. Maintenant qu'il a fait le bonheur de son électorat, Trump peut s'occuper de son ennemi principal. Il déclare que l'accord nucléaire iranien rapporte au régime des milliards de dollars qui financent directement le terrorisme. Il accorde 4 mois aux Européens pour régler le problème. Sinon, les États-Unis se retirent. Commencent alors des négociations acharnées. Des milliers d'heures ont été englouties pour aboutir à ça. Pour ces gens qui s'étaient retrouvés à la table des négociations, refaire tout ça semblait presque impossible. Après des semaines de pourparlers, l'objectif est presque atteint. On est arrivé dans ces négociations, je crois, à 2 ou 3 phrases près, à un texte qu'on pourrait tous accepter. Ce qu'on n'a jamais su, c'est ce que la Maison-Blanche en pensait vraiment. C'était ça le problème. À 1 mois de la date butoir, Trump envoie un signal clair. Il s'adjoint un fervent opposant à l'Iran. Quand je suis arrivé en avril 2018, je pensais que le retrait s'était longtemps fait attendre. J'ai dit à ma propre équipe à la Maison-Blanche que la discussion sur l'accord de 2015 n'était plus d'actualité et qu'on allait se retirer parce que je croyais que c'était ce que Trump avait dit en 2016. Je pensais qu'il voulait toujours le faire. Pour éviter coûte que coûte une rupture de l'accord, le président français se lance dans une opération de charme. Macron a proposé que lui et Trump se voient en tête-à-tête pour tenter de résoudre les derniers points de désaccord qui avaient été négociés à un niveau inférieur. On a d'abord découvert, excusez-moi, mais que Trump ne savait même pas qu'il y avait une négociation. Et à un moment, Macron m'a raconté qu'il a donné le nom du négociateur américain. Et Trump a répondu, mais qui c'est ?
Ils ne savaient même pas qu'il y avait une négociation. Et là, Trump dit à Macron en tête-à-tête, je vais sortir de l'accord. Et il dit même, je ne le dis qu'à toi, je ne l'ai pas dit à Melania. Comme s'il parlait politique avec Melania. Mais bon. Macron a en fait été conduit par Trump qui se retirait de l'accord. Donc il a cherché un moyen de sauver la face. Lorsqu'ils sortent, ensuite, il y a une réunion élargie avec les délégations. Macron essaye de dire à Trump, ou d'accord, mais essayons de lancer une négociation globale. Macron pensait qu'une des façons de sauver l'accord nucléaire et combler ses lacunes serait d'engager une négociation beaucoup plus large. Macron met sur la table le projet d'un accord de sécurité plus large pour répondre aux exigences de Trump. On voyait bien que Trump était, je dirais, ennuyé par la conversation. Parce que Trump n'entre jamais dans le détail, ne connaît pas les détails, et il dit oui, oui, je suis d'accord. Donc, comme vous pouvez l'imaginer, pour Emmanuel Macron pensait avoir le succès diplomatique de sa vie. Macron quitte Washington, convaincu qu'il a obtenu la promesse que les États-Unis resteront dans l'accord. Mais Trump, en public, ne se mouille pas. 2 jours plus tard, c'est le tour d'Angela Merkel. Chancellor, I want to congratulate you once again on your election victory, 4th term in office. It's really something. Congratulations. La doyenne de la diplomatie internationale tient à s'assurer que Trump ne quittera pas l'accord. Merkel aussi, dans une tentative de sauver l'accord, a évoqué les mêmes arguments que Macron. Mais finalement, on n'a pas parlé tant que ça de l'Iran. Trump refuse de s'engager. À 5 jours de la date limite, il tweete. Le chef de la diplomatie britannique vient d'atterrir à Washington. Boris faisait une ultime tentative pour trouver quelques arrangements pour sauver l'accord. Il avait quelques éléments de langage préparés pour ça, pour ces points encore en suspens. On se rend à la réunion avec le secrétaire d'État Mike Pompeo. Il essaie de dire « je pense qu'on a trouvé une solution » pour voir s'il est encore possible de rédiger un texte définitif et de le faire signer à la Maison-Blanche. Et Mike Pompeo a juste dit « non, c'est terminé. Le président a pris sa décision. C'est fait. » I am announcing today that the United States will withdraw from the Iran nuclear deal. Today's action sends a critical message. When I make promises, I keep them. Mr. President, how does this make America safer? Thank you very much. This will make America much safer. Thank you very much. Trump a tenu sa promesse. Il passe à un autre engagement phare de sa campagne, America First. Ramener les troupes américaines à la maison. After 15 years of wars in the Middle East, after trillions of dollars spent and thousands of lives lost, the situation is worse than it has ever been before. Près de 2000 soldats américains sont déployés en Syrie pour combattre Daesh. Si Trump tient à ce que ces soldats rentrent, la majorité de son équipe s'y oppose. Le fait était qu'en Syrie, la présence américaine assurait la sécurité du nord-est syrien et empêchait les Iraniens d'entrer. De plus, elle maintenait les Russes et les forces d'Assad hors de ces territoires. Mais Trump a un soutien de taille. Le président turc Erdogan. Suriye toprakları tüm teröristlerden arındırılana kadar bu ülkedeki faaliyetlerimizi artırarak devam ettireceğiz.
Les Kurdes, que le président Erdogan considère comme terroristes, sont les plus proches alliés des États-Unis contre Daesh. Erdogan serait libre de les attaquer si Trump retirait ses troupes. Il se fait insistant. Le président Trump avait plus ou moins dit au président Erdogan « Vous m'appelez quand vous voulez, prenez mon numéro personnel ». Évidemment, ce n'était pas sa ligne, c'était le standard de la Maison-Blanche. Mais cette invitation à appeler sur sa ligne directe, le président Erdogan l'a pris comme une invitation à appeler pour tout ce qui lui passait par la tête. Presque à chaque fois qu'Erdogan appelait le président dans l'espoir de le trouver seul, tout le monde se bousculait sur le terrain de golf pour trouver un interprète. Et on n'avait pas le temps de briefer le président. Erdogan essayait d'obtenir la promesse qu'on se retirerait de Syrie. Le président ne comprenait pas vraiment pourquoi on avait des troupes là-bas. La façon dont on l'a présenté, c'était « Patron, ce n'est pas un problème. Vous avez des troupes là-bas, mais elles ne vous coûtent pas grand-chose. Il n'y a pas de victimes. » Quand il dut faire face à Erdogan, qui poussait du hurlement, il s'est demandé « Attendez, qu'est-ce qui se passe ?» Ils m'ont dit que ce n'était pas un problème, que je pouvais me contenter de laisser les troupes là-bas et que ça n'embêterait personne, que je pourrais dormir sur mes 2 oreilles. Et là, ça fait 6 mois qu'Erdogan me crie dessus à cause de ça. 10 jours avant Noël, le président reçoit encore un appel d'Erdogan. Erdogan était clairement énervé. Et le président lui-même s'énervait qu'Erdogan soit énervé. Erdogan a dit « Vous ne contrôlez pas tous vos différents généraux, vos équipes de sécurité nationale, votre département d'État. » Le président a dit « Vous avez tout à fait raison, nous nous retirons. » L'ambassadeur Bolton a alors bondi de son siège. Les bras ne m'en sont pas tombés, sinon j'aurais fait tomber le téléphone. Mais je me suis dit, ça, c'est exactement ce qu'il ne faut pas faire. We've been fighting for a long time in Syria. I've been president for almost 2 years, and we've really stepped it up. And we have won against ISIS. And now it's time for our troops to come back home. C'est un coup de massue pour les militaires. Le secrétaire Mattis a exprimé sa frustration qu'on donnait une bien pauvre image à nos alliés, parce que personne n'avait la moindre idée de ce que l'Amérique allait faire l'instant d'après. J'attendais dehors pour entrer dans le bureau ovale pour une autre affaire, quand Trump et Mattis sont sortis. Et j'ai tout de suite compris que quelque chose d'important venait d'arriver. Breaking news, Secretary of Defense James Mattis, the man President Trump once called one of his generals, is resigning. Well, I'll tell you what, this dropped like a bombshell here at the White House. Trump m'a ramené dans le bureau ovale et m'a dit « Mattis a démissionné ». Et il en a profité comme d'habitude pour le dénigrer. Trump cherchait des arguments pour annoncer que c'était lui qui le renvoyait. C'est ça qu'il aimait dire. Personne ne démissionne avec Trump. Il les vire avant. Le soir de Noël, on a décollé de la base aérienne d'Andrews pour se rendre sur une base américaine en Irak. C'était le premier voyage du président en Irak et on y a rencontré des officiers pour qu'ils le briefent sur la situation. Jusque-là, je croyais que la décision de se retirer de Syrie avait été prise. Je ne voyais pas comment revenir dessus. Les généraux font asseoir le président pour lui expliquer pourquoi il faut maintenir ses troupes en Syrie. Pour moi, ça a été un tournant. Je pense que le briefing qu'on a fait à Trump là-bas dans le désert l'a convaincu qu'on pourrait encore continuer le combat contre Daesh et que la présence américaine dans le nord-est syrien aidait aussi à empêcher l'Iran d'atteindre ses objectifs. Je ne pense pas que sans cette réunion, nous aurions pu maintenir les forces américaines en Syrie. Trump concède le maintien des troupes sur place. Cette fois-ci, il n'en fait pas la publicité. Mais Erdogan ne baisse pas les bras. 9 mois plus tard, il appelle le président américain pour l'informer qu'il envoie ses troupes en Syrie. Pour éviter une confrontation avec l'armée turque, Trump ordonne le retrait de ses militaires.
Turkish jets began striking America's allies, the Kurds of Syria, after President Trump ordered U.S. troops to step aside. Les attaques s'intensifient. Turkey isn't holding back, attacking U.S. allies, the Kurds in Syria, with artillery and airstrikes. Face à la catastrophe annoncée, les Kurdes demandent protection à la Russie. On devait tout à coup faire face à l'arrivée des Russes, des Turcs, avec Daesh toujours là. Alors on s'est dit, il faudrait peut-être rester. Le président avait besoin d'arguments pour le justifier. Quelqu'un a pensé à la protection des gisements de pétrole. Le président a adoré l'idée, elle semblait créative et elle pouvait convaincre son électorat. We don't want to keep soldiers between Syria and Turkey for the next 200 years. They've been fighting for hundreds of years. We're out. But we are leaving soldiers to secure the oil. Now, we may have to fight for the oil. That's okay. Maybe somebody else wants the oil, in which case they have a hell of a fight. L'année qui suit le retrait de l'accord iranien, l'Amérique ne cesse d'augmenter la pression sur l'Iran. Yeah, we're moving forward with additional sanctions on Iraq. Good question. As you know, we have about as strong a sanction grouping as you could possibly have on any country. Les États-Unis ont commencé une nouvelle politique vis-à-vis de l'Iran totalement différente. Ce ne sont plus de simples sanctions, c'est la guerre économique. Une guerre totale. Une bataille sur tous les fronts, qu'il s'agisse des marchés bancaires, de l'alimentaire, de la médecine ou du pétrole, contre l'Iran. Le président espère faire plier le gouvernement iranien, qui au contraire devient plus offensif. Breaking overnight, a U.S. drone shot out of the sky by Iran. Iran has shot down a U.S. drone in what the Pentagon is calling an unprovoked attack. J'ai d'abord cru qu'il s'agissait d'un petit drone dans le golfe Persique, mais vers midi, quand plus d'informations sur le drone sont arrivées, on s'est rendu compte que c'était un gros truc, ce drone qu'on avait abattu. Donc, j'ai dit à M. Zarif, on a un problème. This drone was in international waters. Clearly, we have it all documented. It's documented scientifically, not just words. And they made a very bad mistake. Le président réunit son équipe dans la salle de crise. Pour moi, c'était une session très sérieuse du Conseil national de sécurité. Les pour et les contre étaient bien analysés. C'était fait selon les règles de l'art de la prise de décision interne pour la sécurité nationale. À la fin de la réunion, je pensais que le président avait pris la bonne décision et qu'il n'y avait plus qu'à la mettre en œuvre. Trump approuve une frappe sur des cibles iraniennes, prévue le soir même à 21h. Nous savions par des gens du Pentagone qu'on leur avait demandé de rester ce soir-là. Et si vous faites le rapprochement, le drone américain venait d'être abattu. Il y avait de grands débats sur la riposte américaine. Et on demande à l'équipe de presse du Pentagone de rester dans le coin pour une annonce imprévue à 9h du soir. On pouvait en gros deviner ce qui allait arriver. Dans l'après-midi, tout était entre les mains des militaires. Je suis donc rentré me changer pour pouvoir passer la nuit à la Maison-Blanche, comme ça arrive dans ces situations-là. L'heure approche. Les navires sont mis en position. Les bombardiers et les chasseurs se préparent à décoller. Je suis retourné à la Maison-Blanche après avoir été coincé dans un embouteillage sur le pont qui traverse la rivière Potomac. On nous a dit, le président veut vous parler à tous. Je suis allé dans le bureau ovale. Il a annoncé qu'il annulait la riposte à quelques minutes littéralement d'appuyer sur le bouton.
Et il s'est avéré qu'un avocat de la Maison-Blanche était venu avec des estimations très inexactes des éventuelles victimes de la riposte et a dit ça au président sans consulter personne. Et le président a dit « Je ne veux pas voir de tas de housses mortuaires d'Iraniens morts ». Here we are sitting with 150 dead people that would have taken place probably within a half an hour after I said go ahead. And I didn't like it. Là, on avait vraiment décidé d'agir dans les règles. Et soudain, quelqu'un arrive de nulle part et tout est chamboulé. Le problème n'est pas qu'il est annulé ou pas. Dans une autre situation, la même personne aurait pu surgir de nulle part et la décision aurait pu être d'attaquer. Ce n'est pas le résultat de la prise de décision chaotique du président, c'est la prise de décision chaotique elle-même qui met les États-Unis en péril. Bolton démissionne 3 mois plus tard. Trump tweete encore que c'est lui qui l'a renvoyé. Mais pour l'Iran, ce n'est qu'une trêve. Fin décembre, un Américain est tué en Irak. Une milice soutenue par l'Iran serait la responsable. Quelques jours plus tard, le président Trump riposte. A rocket attack on the Baghdad airport kills Iran's most revered military leader. Qasem Soleimani was one of the most powerful figures in the Middle East. Le général Soleimani dirigeait les opérations iraniennes à l'étranger. On savait très bien combien d'Américains il avait tués. Le président a pris la décision, pour protéger des vies américaines, de sortir Qasem Soleimani du champ de bataille. C'était une agression manifeste et un acte terroriste de la part des États-Unis. Notre première priorité a été d'organiser un bel hommage à notre général bien-aimé. Des centaines de milliers d'Iraniens descendent dans la rue pour lui rendre hommage. The top military advisor to Iran's supreme leader said that America has started a war and the U.S. should expect an appropriate military reaction. Le monde s'attend à une guerre. La guerre n'a pas lieu. And last week, the United States once again took the bold and decisive action to save American lives and deliver American justice, and you know what I'm talking about. Pour Trump, c'est une façon spectaculaire de lancer sa campagne électorale. We need this next election so badly. The good news is it's much easier because here I've done it all. I've achieved more than I promised. Bien qu'il ait frôlé la guerre avec l'Iran, Trump ambitionne toujours de signer la paix au Moyen-Orient. Les Palestiniens restent à l'écart. Mais Jared Kushner avance à grands pas vers un deal entre Israël et quelques pays du Golfe. Pendant de nombreux mois, des délégations se sont rencontrées à Washington, en Israël et aux Émirats arabes unis pour développer la coopération dans les domaines de la diplomatie, de la défense et de la sécurité. À la fin de notre première rencontre, l'ambassadeur israélien m'a dit « Cette réunion est le chemin vers la normalisation ». J'ai dit, si les gens étaient au courant de nos réunions, de ce qui se passe sous la surface, ils seraient stupéfaits. C'était presque comme un iceberg en quelque sorte. On construisait tout sous la surface pour qu'à la fin, on y arrive. Alors que l'accord est enfin proche, le Premier ministre israélien annonce qu'il va procéder à l'annexion des territoires palestiniens en Cisjordanie. חבלי ארץ אלו הם מחוזות לידתה וצמיחתה של האומה היהודית. הגיע הזמן להחיל עליהם את החוק הישראלי ולכתוב פרק מפואר נוסף בתולדות הציונות. Les Émirats l'ont fait clairement comprendre. Si l'annexion continue, il sera très difficile de poursuivre la coopération qui se développait sous le manteau entre les Émirats arabes unis et Israël. Les Émirats arabes unis proposent un arrangement.
Si Netanyahou suspend les annexions, ils sont prêts à signer un accord de paix avec Israël. Ce moment s'est avéré crucial. On a tous fait un pas en arrière et fait tout ce qu'on pouvait pour éviter la rupture entre les Émirats et Israël, dont les échanges sous le manteau avaient été très productifs. Et là, les Émirats étaient prêts à exposer au grand jour cette normalisation avec Israël si ce dernier suspendait l'annexion. Tout le monde y a vu une opportunité de victoire. La Maison-Blanche m'a appelé. Et ce qu'on devait faire, c'était, comme disait Kissinger, faire appel à une ambiguïté constructive de langage. Les Émirats voulaient que ce qu'ils appellent annexion soit définitivement retiré. Nous, on ne le voulait pas. Alors on a choisi le mot suspension. Suspension, c'est un mot qui laisse vraiment les choses ouvertes sur la durée. Israel's agreed to suspend the annexation, or to suspend applying Israeli law to those areas for the time being. But in the future, it's a discussion that I'm sure will be had. Je crois que ce mot a servi de pont suspendu pour que les Émirats entrent dans l'accord de paix avec Israël. Ma plus grande inquiétude est que tout ça semble avoir été trop facile. Sérieusement? Just a few moments ago, I hosted a very special call with two friends, Prime Minister Benjamin Netanyahu of Israel and Crown Prince Mohammed bin Zayed of the United Arab Emirates, where they agreed to finalize a historical peace agreement. Je l'ai appris sur le compte Twitter de Trump. Et je me souviens très bien avoir dit « Quoi? Est-ce que c'est vrai ?» Franchement, avec toutes les relations qu'on a, tous les contacts, je ne m'y attendais pas. Je crois que c'était plus qu'inattendu pour notre gouvernement et pour notre peuple. Un mois plus tard, le Bahreïn rejoint les Émirats et établit à son tour des relations diplomatiques avec Israël. Le Soudan et le Maroc feront de même. Les Palestiniens, eux, sont laissés sur le carreau. Le dernier jour de son mandat, Trump vante ses succès. As a result of our bold diplomacy and principled realism, we achieved a series of historic peace deals in the Middle East. Nobody believed it could happen. Il se félicite même de ses décisions les plus controversées. We recognized Jerusalem as the capital of Israel. We stood up to the oppressive Iranian regime and killed the world's top terrorist, Iranian butcher Qasem Soleimani. Pourtant, la paix entre Israël et les Palestiniens semble plus éloignée que jamais. En Iran, les conservateurs ont renforcé leur pouvoir. Ils ont accéléré le programme nucléaire. Le président Joe Biden dit qu'il veut revenir à l'accord avec l'Iran. Dans le prochain épisode, Trump livre en Asie une bataille pour la suprématie mondiale. Il se lie d'amitié avec un dictateur et tente de conclure l'affaire du siècle. Trump a dit « Vous savez, j'entends les gens dire que je devrais briguer un troisième mandat. » C'est ça qu'il partage avec les dirigeants autoritaires. Xi Jinping n'a pas de fin à son mandat et je crois que Trump lui envie ça.